Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle table ronde. Adapter nos villes, comment vivrons-nous en ville en 2050? Vaste question. Pour en parler ce matin, j'accueille nos 4 intervenants. Bertrand Piccard, explorateur d'innovation et de solutions, psychiatre, ambassadeur de technologies propres, président de la Fondation Solar Impulse. Ils vont nous rejoindre au fur et à mesure. François Chollet, vice-président chargé de l'écologie, du développement durable et de la transition énergétique à Toulouse Métropole. Je vous invite à nous rejoindre, messieurs, dames. Aude Vitaine, directrice générale adjointe de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, et Bertrand Calmette, directeur de la délégation Sud-Ouest de Vinci Construction, qui représente Eurovia, filiale route de Vinci Construction. Merci, rejoignez-nous, installez-vous, messieurs, dames. Alors, installez-vous à nos côtés. Comment vivrons-nous en ville en 2050? Une question qui nous habite, qui nous fait travailler, qui nous fait rêver, espérer, qui nous inquiète parfois. Pour placer un peu le décor, Bordeaux en 2050, les températures pourraient être comparables à celles de l'Andalousie ou de Porto aujourd'hui, si on veut faire schématiquement, avec près de 73 jours dits anormalement chauds en moyenne par an. Pour Toulouse, qui est représentée avec nous ce matin, le climat sera celui à peu près de la ville espagnole de Valence. C'est dire les défis qui nous attendent. Qui dit réchauffement climatique en ville pense évidemment vague de chaleur, on le verra, mais il s'agira aussi de questions de mobilité, d'habitat, de besoins en énergie, de gestion des déchets. On ne pourra pas tout voir ce matin, mais on va essayer de balayer les défis. Plus des 2/3 de la population mondiale vivront dans une ville à la moitié du siècle. Alors, dès aujourd'hui, il y a fort à faire pour bâtir un avenir urbain désirable. Quelle ville voulons-nous? 2050, c'est loin, mais c'est demain, hein, vous l'avez dit hier en ces mots. Pour commencer, Bertrand Piccard et vous tous dans la foulée, est-ce que vous pouvez nous dire, elle ressemble à quoi votre ville rêvée en 2050? Juste pour commencer avec du positif. Bonjour à tous et à toutes. La ville rêvée, c'est autre chose que ce qu'on a aujourd'hui. Et pourquoi? Je crois que pour planter le décor, il faut déjà répondre à ceux qui croient qu'on peut juste arrêter de construire. Dans les 30 prochaines années, pour loger tous les nouveaux venus sur Terre, donc l'augmentation de la population mondiale, et accueillir l'exode rural, il faut construire tous les 4 mois dans le monde l'équivalent de la ville de Manhattan. Tous les 4 mois, l'équivalent de la ville de Manhattan. Ça, c'est ce qu'il faut construire uniquement en termes d'augmentation de population citadine. Donc, si on continue à construire comme aujourd'hui, on bloque l'avenir pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, avec des bâtiments qui sont mal construits, qui sont mal isolés, qui consomment trop, qui ont les mauvais chauffages, avec un urbanisme qui empêche une mobilité douce, avec des problèmes d'eau, avec des problèmes de déchets. Donc, c'est juste impensable. Et ça, c'est sans même considérer la rénovation des bâtiments qui ont déjà été construits. Donc on voit qu'aujourd'hui, le but prioritaire, urgent, absolu, c'est d'introduire des nouvelles manières de construire, des nouvelles manières de rénover, d'utiliser toutes les solutions qui existent. Et il y a des milliers de solutions dans le monde, dans l'eau, dans la mobilité, dans la construction, dans l'énergie, dans l'économie circulaire, dans les déchets. Et ça, aujourd'hui, on attend, on tergiverse, on se dit on a le temps. Un ancien Premier ministre m'a dit « Mais Monsieur Piccard, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'on fait déjà ?» Mais tout ce qu'on fait déjà, c'est quoi? C'est quoi le résultat? C'est une courbe de CO2 qui continue à augmenter dans le monde, c'est une température qui continue à augmenter. Donc maintenant, il est temps de se réveiller et de dire qu'on doit mettre tout le monde ensemble pour examiner toutes les solutions qui existent et les implémenter tout de suite. Sinon, on n'arrivera à rien du tout. Donc la ville dont je rêve pour 2050, c'est une ville différente de ce qu'on a aujourd'hui, qui utilise toutes les solutions qui existent aujourd'hui et qui peuvent faire la différence.
nécessairement différentes, effectivement, vu les défis que vous posez. Et on va parler de ces solutions très concrètement. On va donner des exemples. Aude Vitaine, pour l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Quelle ville rêver en 2050 ? Alors bonjour à tous. Déjà, je voulais vous dire que j'aime beaucoup cette question de lancement. Parce qu'à l'Agence de l'eau, on croit beaucoup au mérite de la prospective. Finalement, ce qu'on fait là, c'est dresser à très grands traits, en quelques secondes à peine, des bases d'un futur rêvé, d'un futur possible. Un futur rêvé peut devenir possible, et l'identifier, c'est déjà identifier comment tendre les énergies et embarquer les acteurs vers ce futur rêvé. Et au fond, c'est l'essence de nos missions à l'Agence de l'eau. On ne porte pas nous-mêmes les projets. En revanche, grâce à notre capacité à lever la redevance de l'eau, et à redéployer ces financements au service de projets des territoires, eh bien en fait, nous convainquons, notre objectif est de convaincre, et on y reviendra je crois, les collectivités, les agriculteurs et les industriels d'agir au service de ces objectifs désirables. Alors la ville rêvée en 2050, alors déjà en 2050, il fera très chaud. Oui. Vous avez vu que la semaine dernière, le ministère de l'écologie a communiqué sur le plan national d'adaptation au changement climatique à plus 4 degrés en 2100. La ville, elle est soumise à ce risque d'îlot de chaleur. 2050, à plus 4 degrés, ça veut dire que l'été 2022, peut-être certains d'entre vous habitent dans une métropole qui se caractérise souvent par un bâti dense, par des couleurs au sol liées au bitume, en fait, qui sont foncées, qui créent ces îlots de chaleur, où on observe des différences qui vont jusqu'à 10 degrés entre certains quartiers et même plus généralement entre la ville et les campagnes. Donc demain, une ville rêvée, une ville habitable, c'est une ville en fait où il y a de la fraîcheur. C'est une île où on a des îlots de fraîcheur plutôt que des îlots de chaleur. C'est une ville verte et bleue pour l'Agence de l'eau. Forcément, je suis un petit peu conduite à vous dire ça. C'est bien de mettre des couleurs aussi. Comment ? C'est bien de mettre des couleurs. Eh bien oui. Voilà, on aime bien le vert et le bleu. Pourquoi vert ? Parce que des îlots de fraîcheur, ça se travaille grâce à une végétalisation. On va en reparler, mais le fait d'aménager avec du vivant la ville, en plantant des arbres qui sont des climatiseurs naturels, c'est évidemment une stratégie à laquelle on est très attentif et qu'on défend. Et puis c'est la circulation de l'eau. Que l'eau retrouve sa libre circulation dans les villes. Bien souvent, on a eu recours dans les décennies passées au tout tuyau. Et dorénavant, l'avenir, c'est aussi de laisser l'eau s'infiltrer à la parcelle quand elle tombe et que ces parcelles, finalement, elles soient débitumisées pour que le sol puisse faire son travail. Et peut-être dernier point, c'est aussi une ville qui est connectée à son écosystème alentour. C'est une ville qui pense une forme de résilience alimentaire au travers d'un lien avec l'agriculture qui l'entoure et qui pense sa durabilité dans toutes ses facettes. Merci beaucoup, ça fait plein de belles perspectives. À Toulouse, comment on voit la ville rêvée et comment on y travaille déjà ? On reviendra peut-être aussi tout à l'heure sur le diagnostic précis que vous avez entrepris, mais voilà, cette projection que vous faites aujourd'hui. D'abord, le sentiment, c'est que cette ville rêvée de 2050, elle se construit aujourd'hui. Et que les bâtiments qui existent aujourd'hui et qui seront construits à partir d'aujourd'hui seront là en 2050 pour la plupart. Donc il va falloir d'une part faire avec ce qu'on a, qu'il faudra transformer, puisqu'on va construire et qui devra être différent. Cette ville, elle va affronter des vagues de chaleur, avec un inconfort, un risque sanitaire aussi. Elle va affronter des événements climatiques, avec une problématique sur l'eau, que ce soit en matière de ressources ou d'inondation, qui sera réelle. Et donc cette ville, dans notre esprit, ce sera une ville qui sera sobre. Sobre en termes énergétiques, avec des objectifs qui sont les nôtres de réduire la consommation énergétique, et ça fonctionne pour l'instant. Sobre en matière d'occupation de l'espace et de préservation des espaces naturels, sobre en matière d'agriculture, puis c'est une ville qui doit être aussi fonctionnelle, dans laquelle le bien-être, malgré le changement climatique, sera une préoccupation. C'est une ville dans laquelle l'urbanisme et les plans locaux d'urbanisme sont là pour ça, va permettre de rapprocher le domicile du travail, doit permettre les modes doux
de s'exprimer et de se développer dans là aussi la sobriété et dans que ce soit les transports en commun, que ce soit le vélo, que ce soit les déplacements à pied. Donc voilà, c'est tout ça, cette ville-là. Moi, j'ai le sentiment que, à l'échelle de la métropole, que les politiques publiques ont pris ce virage. En tout cas, nous travaillons à ce qu'elles prennent ce virage-là, qui est un virage opérationnel, qui est un virage qui se veut aussi au contact des habitants, parce que dans toutes ces décisions que nous prenons, ils doivent être associés, pas uniquement au moment du vote, mais aussi dans leur réalisation. Ce sont des décisions, ce sont des politiques qui souvent ont des contraintes, véhiculent des contraintes qui peuvent être difficiles pour certaines personnes. Et ça aussi, ça fait partie de la ville du futur, mieux intégrer les habitants. Merci beaucoup Bertrand Calmette. Donc, on l'a dit, vous représentez Eurovia, la filiale route de Vinci Construction. Vous aussi, vous devez penser la ville de demain. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. C'est sûr qu'elle sera différente. Et je pense qu'elle sera aussi recyclée, c'est-à-dire qu'elle sera construite en reconstruisant la ville d'aujourd'hui grâce aux matériaux recyclés. Et puis, je pense qu'elle sera aussi, et je l'espère en tout cas, elle sera productrice d'énergie. Au moins, les infrastructures devraient permettre de produire de l'énergie sur place, de l'énergie locale. Et après, je suis d'accord aussi, il faut qu'elle soit vivable. Et les îlots de fraîcheur sont sûrement une piste pour la rendre plus vivable, pour s'adapter. Et après, même si on imagine déjà la ville de demain, je pense que c'est aussi important de continuer à agir pour limiter aussi la température ou les nuisances qu'on aura à vivre demain. C'est qu'en agissant dès aujourd'hui pour pouvoir justement, en construisant dès maintenant de manière durable et responsable, pouvoir atténuer les effets du réchauffement climatique ou les effets un peu néfastes qu'il pourrait y avoir d'ici là. Je pense qu'il faut agir dès aujourd'hui pour qu'elle soit le plus vivable possible, parce qu'on la construira vivable, mais aussi parce qu'on aura fait des efforts d'ici là pour être plus sobre à tous les égards. Il faut impérativement avancer sur les deux volets en parallèle. Ça a été dit hier matin lors de la conférence d'introduction, l'atténuation et l'adaptation. Je reviens un petit peu vers vous, François Chollet, parce que je sais que vous avez fait un diagnostic, puisque vous représentez la ville de Toulouse. Vous avez fait un diagnostic précis. Ça va être quoi Toulouse en 2050 ? Quels sont les défis concrets que vous allez rencontrer ? En fait, si vous voulez, c'est plutôt au niveau de la métropole que je vais parler. La métropole, bien sûr. En fait, la question, c'est une question de méthode. Lorsque on s'adresse à la question de l'adaptation au changement climatique, c'est comment faire pour avoir une vision d'ensemble. Ce n'est pas uniquement la chaleur le soir, c'est comment faire pour avoir un panorama qui nous permette d'adapter les politiques publiques dans toutes les directions. Alors ça va dans les conséquences sur le cadre bâti, les conséquences sur les transports, sur la santé, sur la biodiversité, sur l'eau, sur l'activité économique, sur les infrastructures énergétiques. Donc effectivement, l'idée c'est d'avoir une prospective d'ensemble. Et nous, c'est vrai que nous venons de faire ce diagnostic de vulnérabilité du territoire finalement, de prospective. Et il y a parmi les items que nous avons retenus, bon, tous seront impactés, ceux que je viens de citer viennent impacter, mais les deux qui vont être impactés d'une façon très forte d'ici 2030 même et 2050, c'est l'eau et la biodiversité. Là, il y a un changement, l'eau en matière de ressources, et on va avoir des soucis en matière de ressources, et d'ailleurs, on a pris les devants, on a mis en place une tarification saisonnière de l'eau à Toulouse, et dans la métropole, l'eau est plus chère l'été. Pendant les 5 mois d'été, moins cher l'hiver. Ça marche d'ailleurs, on a réussi à baisser de 500 000 mètres cubes la consommation de la ville. Donc l'eau, la ressource, c'est une eau qui est la Garonne dans laquelle nous puisons l'eau potable est à 30 degrés l'été. Donc la Garonne à 30 degrés, c'est une autre problématique dans la purification de l'eau. Donc sur la ressource. Deuxième chose, c'est la gestion des eaux de pluie. Et comment faire en sorte de limiter les ruissellements et favoriser l'infiltration. Et là aussi, le PLUiH
que j'ai cité tout à l'heure est un élément important parce qu'il nous permet de majorer les espaces de pleine terre dans toutes les constructions nouvelles. Il nous permet aussi de favoriser la débitumisation des espaces. Il nous permet de créer des nous, d'avoir une politique du pluvial qui est une politique qui est différente. Et puis la deuxième chose, c'est la biodiversité. Nous avons à réfléchir sur le devenir des grands parcs qui sont les nôtres, la politique de végétalisation dont on dira peut-être un mot tout à l'heure, mais cette biodiversité va changer, elle va s'appauvrir ou au moins changer. En tout cas, c'est ce qui est prévu et nous sommes en train de réfléchir à la façon de limiter tout cela au maximum. Merci beaucoup. Puisque nous avons beaucoup parlé d'eau, je propose qu'on enchaîne sur ce point-là avant de rentrer dans le vif des solutions qui sont déjà à l'œuvre sur le terrain. Haute-Vitaine, on le sent bien, alors à Toulouse en particulier, mais peut-être pas finalement qu'à Toulouse. C'est l'eau, un des enjeux majeurs des villes de demain? C'est un enjeu majeur du territoire national en général, mais particulièrement dans le grand bassin Adour-Garonne, qui représente 25% de ce territoire national et qui est le plus exposé au changement climatique. Et puisqu'on parlait de prospective, notre bassin s'est effectivement attelé avec son comité de bassin qui est le Parlement de l'eau et qui rassemble les collectivités, l'État, les usagers économiques et les usagers non économiques, à essayer de se projeter dans l'avenir, exactement comme l'a fait Toulouse Métropole d'ailleurs. Et on l'a fait à l'échelle du Grand Bassin pour se dire qu'est-ce qui va se passer pour l'eau dans notre territoire du Grand Sud-Ouest, toutes choses égales par ailleurs, en se projetant dans le simple impact du dérèglement climatique. Quand je dis le simple impact, d'ailleurs, c'est pas tout à fait juste parce que c'est loin d'être quelque chose de simple que d'y faire face, mais pour vous fixer les idées, aujourd'hui, notre Grand Sud-Ouest est déjà confronté à des situations de déficit. On l'a vu de façon très très claire en 2022, qui a été une forme de pic très intense. De révélateur aussi. De révélateur. Ça nous a donné à voir la ville. Le terme est tout à fait juste. À ce moment-là, on a eu 400 communes qui se sont retrouvées en tension sur leur capacité à assurer un service d'eau potable continu. Et d'ailleurs, pas toujours sur des questions quantitatives. Bien souvent, les interdictions de délivrance d'eau potable édictées par l'ARS l'ont été pour des problèmes de qualité, parce que justement, la baisse du débit des cours d'eau dans lesquels était prélevée cette eau potable ne permettait plus l'effet de dilution nécessaire vis-à-vis des pressions que nos activités engendrent, quelles qu'elles soient, dans les milieux naturels. Donc on voit bien que cet enjeu de qualité et de quantité sont extrêmement liés et très prégnants sur notre capacité à pouvoir maintenir nos usages et à former une forme de résilience. Aujourd'hui, notre déficit, rien que pour parler quantité, il est de l'ordre de 250 millions de mètres cubes à l'été, au moment où justement les débits sont au plus faible et où il ne pleut pas. Si rien n'est fait, c'est 1,2 milliard de mètres cubes qui vont nous manquer d'ici 2030. Et donc ça, c'est un chiffre qui a été publié par le comité de bassin en 2018, au moment où il y a eu le plan d'adaptation au changement climatique, et qui nous a amené, évidemment, à penser les solutions, à penser des solutions de résilience qui sont forcément à penser dans le cadre d'un mix. Et on en a évoqué quelques-uns déjà. On a évoqué, je pense, à nous quatre, pas une solution, et je crois que c'est très révélateur de la bonne stratégie pour faire face quand même à l'ampleur de ce qui nous attend, qui est une marche importante à franchir et qui va demander des investissements également massifs. Et on va y revenir aussi, la désimperméabilisation. J'aimerais maintenant qu'on a posé les défis, même si on pourrait rentrer dans le détail, qu'on se tourne aussi vers les innovations et les solutions qui permettent de penser une ville autrement. Bertrand Piccard, c'est notamment sur ça, entre autres, que vous travaillez avec la Solar Impulse Foundation. Vous avez identifié 1000 solutions qui sont prêtes, en fait. Lesquelles sont à l'œuvre pour les villes? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Oui, on est à 1800 solutions maintenant qui ont été labellisées par des experts indépendants comme économiquement rentables pour protéger l'environnement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses rentables dans le monde et une partie pollue. Il y a aussi beaucoup de choses qui protègent l'environnement, dont une partie est trop chère pour être utilisée. Donc l'interface entre les deux, c'est ce qui est économiquement rentable et écologique. Et nous nous sommes concentrés là-dessus et c'est là qu'on a 1800 solutions labellisées avec un label qui certifie leur rentabilité pour l'entreprise qui les vend
comme pour l'utilisateur, le citoyen ou le client. Alors, si on applique ça aux villes, je ne vais pas vous faire les 1800, mais j'aimerais vous expliquer que si c'est rentable et écologique, c'est parce que c'est efficient. Efficient, ça veut dire quoi? Efficient, ça veut dire qu'on peut faire plus avec moins, contrairement à la sobriété où on fait moins avec moins. Dans l'efficience, on fait plus avec moins. Et si on est en problème aujourd'hui dans notre monde, c'est parce qu'on fait beaucoup trop de gaspillage. Les 3/4 de l'énergie sont gaspillés. La moitié de l'eau est gaspillée. La moitié de l'alimentation produite est gaspillée. Les 95% des déchets sont gaspillés parce qu'on ne les utilise pas dans une économie circulaire. Alors, comment est-ce qu'on résout ça? Eh bien, il y a toutes les solutions qu'il faut pour utiliser, par exemple, l'eau. On va commencer la liste avec l'eau. Pour utiliser l'eau plusieurs fois. Parce qu'aujourd'hui, on fait l'arrosage avec de l'eau potable. On tire la chasse d'eau avec de l'eau potable. Pour ça, il faut de l'énergie, il faut des produits de désinfection pour avoir toute cette eau potable. Donc, c'est un gaspillage total, en sachant qu'en plus de ça, 50% de l'eau dans les canalisations publiques sont perdues à cause des fuites. Alors qu'il y a des détecteurs acoustiques qui peuvent permettre de détecter ces fuites et de les colmater. Donc, au niveau de l'économie d'eau, sans faire de sacrifice, simplement en résolvant le gaspillage, on a énormément de solutions. L'énergie. L'énergie aussi, on peut l'utiliser plusieurs fois. Et on peut l'utiliser beaucoup mieux. Aujourd'hui, on met des data centers sur le cercle polaire parce qu'ils sont refroidis automatiquement par l'air froid extérieur. Au lieu de mettre les data centers près des villes, parce qu'un data center, c'est quoi? C'est une production de chaleur, uniquement. Par conséquent, si vous utilisez cette chaleur pour faire de l'eau sanitaire pour les villes ou du chauffage pour les villes, vous utilisez 2 fois la même énergie. Ça vous coûte 2 fois moins cher et vous en utilisez 2 fois moins. Vous avez des systèmes de pompe à chaleur géothermique aujourd'hui qui permettent de chauffer ce qui ne peut pas être chauffé avec les data centers, mais qui permettent aussi de refroidir simplement avec des puits géothermiques à 180 mètres de profondeur. Qui c'est qui fait ça? Ce n'est pas des associations écologistes qui dépensent des fortunes et qui perdent de l'argent. C'est une entreprise comme Schlumberger, qui est un expert dans le forage pétrolier, qui fait du forage géothermique pour se diversifier. Une spin-off qui s'appelle Celsius, qui vous met des puits géothermiques en pleine ville pour mettre des pompes à chaleur qui vont chauffer ou refroidir des immeubles de plusieurs étages. Donc c'est une révolution complète en termes de géothermie. Au niveau de la mobilité, c'est clair que vous avez une mobilité qui doit être mobilité publique, mobilité douce. On peut aller à pied, on peut aller en vélo, etc. Il y a toujours des véhicules qui vont circuler. Ces véhicules, pourquoi ils doivent être électriques? Mais pas seulement pour les changements climatiques, ils doivent être électriques aussi, parce que c'est une question de qualité d'air. Vous avez 8 millions de personnes dans le monde qui meurent chaque année de la pollution de l'air due aux énergies fossiles. Et ça, c'est compté sans les cancers, les bronchites, les crises d'asthme qui font des maladies chroniques. Donc, il y a aussi un déclivage qu'il faut faire. Peut-être que les bornes de recharge doivent être payées par le budget de la santé publique. Donc, on doit décloisonner, on doit avoir des écosystèmes généraux. Et puis, l'énergie renouvelable, qui est considérée comme étant non stockable, intermittente, irrationnelle, non fiable, eh bien, si vous l'utilisez pour charger des voitures électriques quand elles sont stationnées, et que les voitures électriques puissent rendre leur énergie au réseau ou au bâtiment au moment où il y a un pic de consommation d'énergie, le soir quand vous rentrez chez vous, tout le monde allume tout, eh bien, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On allume des centrales à gaz pour pouvoir répondre à ce pic de demande. Eh bien, on pourrait très bien utiliser les batteries des voitures électriques pour restituer cette énergie au réseau. Mais c'est interdit. C'est interdit. On voit qu'il y a énormément de choses qui doivent évoluer sur le plan de la législation. Pour la construction, c'est très très bien que vous ayez commencé par ça. Du recyclage de béton. Aujourd'hui, c'est interdit d'utiliser 100% de béton recyclé. Au maximum, on a le droit d'utiliser 50%. Dans beaucoup de pays ou beaucoup d'endroits, c'est 20%, c'est 25%.
on peut utiliser les déchets non recyclables des villes pour fabriquer des pierres de construction, du gravier, le remblai pour les routes, des briques, etc. Donc en fait, dans tous les domaines, on peut faire beaucoup mieux. Vous pouvez aujourd'hui avoir des bâtiments qui sont tellement bien isolés, avec des pompes à chaleur, des panneaux solaires, branchés sur le car to grid, comme je l'ai expliqué avant, voiture au réseau, avec une domotique, avec des ampoules LED. Votre bâtiment est neutre sur le plan énergétique, neutre. Ce qui veut dire que c'est beaucoup moins cher pour l'habitant. Mais, je terminerai par ça, ma longue tirade enthousiaste sur les solutions, mais il faut investir au début pour pouvoir récupérer les fruits de cette rentabilité. Alors, il y a beaucoup de gens qui confondent le coût et l'investissement. Beaucoup de gens qui disent c'est trop cher. Mais ce n'est pas trop cher. C'est simplement qu'il faut investir. Et une fois que vous avez investi, vous récoltez les fruits grâce à l'efficience. Alors, vous avez ceux qui ont les moyens d'investir et ils le font. Vous avez ceux qui n'ont pas les moyens d'investir, mais qui ont la crédibilité, ils font des emprunts ou des hypothèques. Puis vous avez ceux qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas la crédibilité pour emprunter, et c'est beaucoup de gens. Et là, ce qu'on doit développer, c'est un tiers payant. Un tiers payant. Et on est en train de développer ça maintenant, parce que je ne veux pas faire du yaka faucon. On est en train de développer ça entre la Fondation Solar Impulse, la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement. C'est un fonds d'investissement qui, à terme, peut faire des dizaines de milliards et qui paye l'installation de toutes ces solutions efficientes chez des gens qui ne peuvent pas se le permettre. Et ces gens vont pouvoir rembourser sur les économies d'énergie, d'eau, de matériaux, de ressources, de déchets, etc., qu'ils vont faire. Donc ça débloque totalement tous les obstacles à l'efficience énergétique, à l'efficience de ressources et à la circularité. Si on monte un système comme celui-là, bon, on est en train de le faire, hein, ce n'est pas des vœux pieux, ce n'est pas du wishful thinking, c'est quelque chose qu'on est en train de développer, mais ça doit être développé à tous les échelons et beaucoup plus vite. Si on arrive à ça, la ville de demain, elle est possible tout de suite, mais tout de suite. On a fait avec la Fondation Solar Impulse une exposition sur la ville de demain à la Cité des Sciences de Paris, cette même exposition à Bruxelles. Des élus sont venus voir et nous ont dit « mais c'est incroyable, on ne savait pas que ça existait, ces solutions. On ne savait pas que c'était rentable. On ne savait pas qu'on pouvait les utiliser tout de suite. » Et c'est cette méconnaissance aujourd'hui qui fait qu'on stagne alors qu'on pourrait avancer, qu'on croit que c'est cher alors qu'on pourrait investir et gagner cette rentabilité à tous les niveaux. Donc vous voyez qu'avec une vision comme celle-là, si on arrivait pour une fois à mettre les partis politiques opposés ensemble sur une vision commune, on aurait de la protection de l'environnement, on aurait de la solidarité parce que les gens les plus démunis auraient enfin des logements qui arrêtent de leur coûter une fortune et qui seraient beaucoup plus confortables, on aurait de la création d'emplois, on aurait du développement d'entreprises. Et pour ceux qui sont souvent opposés à cette transition énergétique comme à l'extrême droite, eh bien, il y aurait de la souveraineté énergétique, de la souveraineté industrielle. Si on économise ces 3/4 d'énergie qui est gaspillée, eh bien, il y a moins besoin d'en importer de l'extérieur. Donc en fait, pour une fois, on pourrait mettre tout le monde d'accord autour d'un projet commun. Donc le monde politique est super important pour y arriver, et sans eux, on n'y arrivera jamais. Vaste défi d'unanimité, mais en tout cas, sur le constat et sur les solutions, on peut se mettre d'accord. Merci beaucoup pour toutes ces perspectives. Bertrand Calmette, là aussi, vous allez nous parler concret et solutions de la ville de demain. Alors oui, moi j'utilise des solutions, ce n'est pas efficiente, mais si je dirais pragmatiques, ouais. Puisqu'effectivement, le but, c'est de les appliquer tout de suite. Et il en existe déjà. Et je crois qu'on sait déjà commencer à intégrer la nature en ville. Puisqu'on parlait d'îlots de fraîcheur, on parlait de revêtements qui justement reflètent la chaleur. Donc on a déjà des solutions. On sait faire des revêtements clairs justement pour éviter ces problèmes de chaleur et d'îlots de chaleur. On sait faire des revêtements drainants.
on sait intégrer la nature en ville et on sait faire ça de manière recyclée, c'est-à-dire avec des matériaux recyclables, puisque comme on est en ville, on n'a pas toujours le matériau disponible sur place, donc on sait faire ça de manière locale. Et je suis assez optimiste parce qu'on commence déjà à le mettre en place. Alors peut-être pas au niveau national, mais par contre localement, nous on est très implantés sur le territoire, et je veux dire localement, on trouve toujours des bonnes idées. Je pense que le plus gros défi, c'est justement peut-être de rajouter quelques idées à votre liste. Des idées qui existent déjà, qu'on a mis en place avec des élus. On l'a fait à Toulouse, on l'a fait à Bergerac, on le fait dans plein d'endroits. On intègre la nature en ville, on capte l'eau, on la réutilise. Donc voilà, il y a plein de sujets, il y a plein de possibilités pour faire ça. Il faut juste qu'on s'en parle. C'est ce qu'on est en train de faire. Et puis qu'on commence à le faire petit à petit, modestement, mais il y a déjà beaucoup de solutions. Donnez-nous peut-être un exemple précis qui peut inspirer les élus ou citoyens qui veulent se projeter en termes voilà, de structure, je vais y arriver, d'infrastructure. Un exemple, une place, classiquement, on fait un système d'assainissement avec des tuyaux. On récupère l'eau pluviale et puis on la rejette dans le cours d'eau à côté. Bon, mais maintenant, on intègre l'eau dans la chaussée, donc on a un revêtement qui est drainant, on garde l'eau sur place, on la réutilise directement pour arroser les espaces verts, donc on consomme moins d'eau de l'extérieur, on réutilise l'eau sur place, et puis on ne va pas avoir des variations de débit quand il y a des inondations. Donc on arrive avec des infrastructures bien dimensionnées à faire des choses, voilà. Et on intègre de plus en plus la nature en ville, sans aller chercher de la terre végétale à 200 km, mais en faisant des technosols. Donc on reconstruit sur place, on démolit la place, on réutilise une partie des matériaux, et même pour la terre végétale, on en refabrique sur place, quoi. Voilà, donc vraiment, et puis c'est un défi passionnant, hein. On a vécu plusieurs révolutions technologiques. Là, je pense qu'il y en aura une qui sera liée à ça. Et nous, on est vraiment enthousiastes, parce qu'on va la construire ensemble, la solution. Voilà. Et sur les routes, un petit mot rapide, on dit souvent que voilà, le goudron va nous refléter une chaleur absolument insoutenable dans les villes. C'est un vrai défi, hein, les routes qui vous occupent. Alors, on sait faire des routes avec des revêtements de couleur claire, déjà. Et puis, on fait des routes jusqu'à 100% recyclées. Donc, je veux dire, on progresse déjà à faire ça avec de l'économie circulaire. Et puis, on va de plus en plus sur des espaces verts en ville. Donc probablement qu'une partie du bitume qui fait peur à tout le monde sera remplacée par des espaces verts, sera remplacée par d'autres types de revêtements qu'on pourra utiliser pour des mobilités douces ou pour vivre tout simplement. Donc il y a une révolution qui est en cours sur ces sujets. Et vous dites, on sait faire, mais question embêtante, mais pourquoi on ne le voit pas davantage? Alors quels sont les freins aujourd'hui à ce développement, puisqu'on a l'impression finalement que tout existe, mais qu'on n'arrive pas à passer? Alors je pense que c'est une histoire aussi d'investissement. Des fois, ça peut paraître plus cher à court terme, mais il faut compter sur un investissement à moyen terme. Et puis, on sait le faire, mais on ne le fait pas partout, parce que des fois, il y a un frein législatif. Parce que tout le monde n'a pas toutes les solutions. Donc, il faut trouver la façon, soit de faire des variantes, soit de faire évoluer la législation pour pouvoir comparer les solutions entre elles, puisque les donneurs d'ordre, évidemment, ils ne veulent pas acheter sans savoir ce qu'ils achètent. Comme c'est des solutions qui sont parfois nouvelles, mais il faut que le temps qu'elles percolent. Voilà. Mais on commence à faire des innovations qui sont à la fois techniques et législatives, des marchés d'innovation. Et on a plein de clients différents, publics, privés, qui testent toutes ces solutions. Donc on le fait déjà, mais pas à grande échelle. Donc lever les freins législatifs, si je comprends bien, et puis aussi, par la force de l'exemple, développer toutes ces solutions sur le terrain. Lever les freins législatifs, c'est peut-être un peu prétentieux, mais au moins essayer ponctuellement une solution qui marche, puis une fois qu'elle marche pour un parking de supermarché ou pour un centre-ville, on la reproduit ailleurs. Et petit à petit, ce qui était nouveau devient, je dirais, classique. On sait le faire, on l'a déjà fait sur plein de sujets. Je parlais de recyclage, on le fait depuis 20 ans. On va y arriver. Je pense qu'il y a une volonté commune, donc ça va se faire. Merci beaucoup François Chollet à Toulouse sur ces solutions concrètes. Tout à l'heure, vous avez dressé le panorama, mais qu'est-ce que vous avez déjà insufflé sur le terrain? Alors, pour revenir sur ce que vous disiez sur la végétalisation, oui, la végétalisation, chez nous, ça se voit. Hein. Les gens le disent. C'est le plan 100 000 arbres? Oui, il y a deux choses. Hein. Il y a, à l'échelle de la métropole, une grande politique publique
sur les 5 grands parcs. On appelle les 5 grands parcs, c'est-à-dire la préservation, l'épaississement de 5 linéaires végétaux, de trame verte et bleue d'ailleurs, sur la métropole. Donc ça c'est la première chose, et qui est décliné sur Toulouse à travers ce qu'on appelle le plan 100 000 arbres. Ça c'est propre à la commune de Toulouse, qui est l'engagement qu'a pris Jean-Luc Moudingue, le maire de Toulouse, que de planter 100 000 arbres entre 2020 et 2030. On est à 70 000 aujourd'hui, on est un peu en avance. Avec cette idée que le bénéfice de l'arbre pour la climatisation est un bénéfice important en matière de qualité de vie, c'est important. Et cette idée aussi que ce n'est pas uniquement les parcs, c'est-à-dire qu'on plante des arbres là où on peut les planter, mais là où on doit les planter aussi. Et ce que vous disiez, il faut enlever le bitume sur certaines places, sur certains endroits. On a, nous, enlevé le bitume sur 20 hectares de la ville au cours de ces 3 dernières années, justement pour mettre en place une végétalisation au plus proche des habitants. Et c'est aussi important de développer les grands parcs que de développer dans les rues, sur les trottoirs, pour que tout le monde puisse bénéficier de cette politique-là. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne, qui est assez populaire, très clairement. Et c'est peut-être parmi les mesures que l'on voit, celle qui est la plus populaire. Elle n'est pas vraiment contraignante. Elle peut être techniquement difficile par certains aspects, peut mettre en place parce que les dessous des trottoirs ne sont pas toujours connus ou les réseaux posent des problèmes, mais c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc ça c'est la chose. Je voulais simplement dire que la problématique aussi, si on regarde un peu, si on zoome un peu, c'est comment faire pour limiter l'effet d'îlots de chaleur urbain dans le temps. Et donc nous, on s'est adressé à Météo France, on leur a demandé de modéliser une augmentation de 4 degrés à 2050 et de savoir quels seraient les moyens qui seraient nécessaires et qui seraient utiles pour baisser d'1 degré. Et on sait que, ce sera présenté très bientôt, mais je peux dire un mot là-dessus, c'est qu'il faut qu'on enlève la moitié de la surface bitumée et il faut planter la moitié de cette surface de végétaux. Avec ça, c'est énorme. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, justement, c'est ce que je veux dire. Donc c'est un vrai travail, mais à mettre du rationnel là-dedans nous fait objectiver le but et d'une façon très très positive, je crois. En tout cas, ça fait partie des objectifs que nous avons, que d'essayer d'aller vers cette tendance-là. On parlait des revêtements de couleurs. Toulouse restera quand même la ville rose ou le rose, c'est un albédo positif. Hein, donc, on sait faire du rose clair. Si mais le rose, c'est un albédo positif, mais vous avez raison. Hein, nous, on a changé la peinture des toits qui sont blancs maintenant. On a modifié la couleur des goudrons qui sont gris et pas noirs maintenant. Donc on travaille sur l'albédo d'une façon très, très forte. Puis, c'est ce que vous disiez, on a parlé d'une approche générale. Ensuite, il y a le vécu des gens, il y a l'inconfort des gens avec les vagues de chaleur, l'inconfort, puis le risque pour la santé aussi, les vagues de chaleur. Donc tout ceci fait partie d'un vécu populaire qui mérite d'être considéré. On a développé une vingtaine d'ombrières aussi sur le territoire de la ville, avec un effet positif, mesuré avant, après, qui est un effet positif et qui est un effet important. Un mix de solutions, comme disait bien Aude Witten tout à l'heure. Un petit mot rapide avant qu'on conclue. Sur les freins, vous aussi, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas peut-être à être à la hauteur des enjeux, même si on a le sentiment qu'on fait beaucoup, qu'il y a beaucoup de solutions? Pourquoi est-ce qu'on est là à en parler et à dire que ça ne va pas assez vite, peut-être? Non, sincèrement, moi, je n'ai pas l'impression que rien ne se passe. Hein. C'est au contraire. Je pense que les choses ont beaucoup changé. Et depuis 2020, on voit quand même une orientation très différente des politiques publiques. Au niveau de la métropole, je peux donner ce témoignage-là, il y a une question d'acculturation. Une question d'acculturation en interne. Il y a 13 000 agents à la ville et à la métropole. Et il faut que tout le monde aille dans le même sens. Nous, on a changé l'organigramme. Il y a une directrice des transitions qui est immédiatement à la droite du directeur général des services et qui a la capacité de faire travailler tout le monde de façon transversale. Donc les choses ont progressé. Voilà. Hein, je pense qu'il reste beaucoup à faire, mais je pense qu'on est sur le chemin.
Ça aussi, c'est un levier, on le sent bien dans toutes les villes. Changer la méthodologie, Haute-Vilaine, les enjeux, comment être à la hauteur, et notamment peut-être un mot financièrement, comment accompagner tout ça? Je suis assez d'accord sur le fait que les verrous ne sont pas tellement techniques ou technologiques aujourd'hui. Effectivement, des solutions qui existent, qu'on sait identifier et dont on mesure l'efficacité, ce travail, il est fait, il est bien fait par les territoires. En revanche, notre enjeu, c'est la massification. C'est réussir à embarquer, finalement, des territoires à une échelle pertinente. Et pour l'eau, c'est l'échelle hydrographique. Donc il faut aussi réussir à faire travailler un échelon organisé à l'échelle administrative, avec un échelon qui fait sens en termes de gestion de l'eau, qui est hydrographique. Mais en tout cas, on sait aujourd'hui déjà diagnostiquer. L'une des missions de l'agence, c'est aussi de surveiller l'état des cours d'eau et donc, quelque part, de sensibiliser les acteurs qui peuvent agir au risque, ou en tout cas à ce que peut apporter l'avenir en termes de bonne santé des eaux. Et donc l'agence de l'eau, elle collecte par exemple 2 millions de données par an dans le Grand Sud-Ouest qu'elle met à disposition des acteurs pour éclairer leur action. Et puis, le deuxième sujet, c'est planifier. En fait, pour massifier tout en tenant un délai, il y a cet enjeu d'accélération. Et on sait très bien que les investissements qui seront réalisés dans les 10 prochaines années, ils sont déterminants pour la résilience des territoires. Ce qui sera fait après cette échéance, ça aura moins d'impact. Donc on a cet enjeu de tempo, de temporalité. Et donc pour cela, le comité de bassin a identifié des solutions qui peuvent rentrer dans le mix et dont on sait mesurer les effets. Par exemple, évidemment, la ville rêvée de demain, elle sera pas... elle enchantera personne si elle ne tient pas les besoins de base. L'alimentation en eau potable, par exemple, mon voisin parle à juste titre du fait que c'est la Garonne qui apporte l'eau potable de Toulouse. Dans le mix de solutions, il y a le fait de lâcher de l'eau, on le fait déjà aujourd'hui. L'idée, c'est de le faire plus demain, lâcher de l'eau à partir des retenues hydroélectriques notamment, pour soutenir ce débit de la Garonne, qui est voué à diminuer. Il a déjà perdu 20% depuis les 20 dernières années. Ça va continuer à ce même rythme pendant les 20 prochaines. Donc, on a des solutions pour trouver comment soutenir à la fois les usages et les besoins des milieux, et puis à adapter nos modes de vie, nos modes de faire. Ça, c'est toutes les solutions fondées sur la nature, dont les villes, avec les renaturations dont on a parlé, sont des acteurs. Donc, on identifie un mix. À chaque territoire, de trouver les bonnes solutions chez lui. C'est pas la même chose quand on est une métropole ou quand on est une commune rurale. Et c'est quand même les 2/3 de notre bassin qui sont des communes à moins de 500 habitants. Donc, il faut adapter les solutions à ces typologies. Et puis, c'est contractualisé. L'agence de l'eau, son cœur de mission, c'est en fait d'être un organisme de mutualisation qui fait jouer la solidarité entre usagers et aussi de l'urbain vers le rural pour faire en sorte que les modèles économiques restent soutenables pour tous et que notamment le prix de l'eau reste soutenable pour tous. Ça reste quand même aujourd'hui dans notre pays un vrai levier pour faire face à ce mur d'investissement qui est devant les collectivités. Donc, l'agence de l'eau est aux côtés des collectivités pour les mettre en œuvre et que le prix de l'eau joue son juste rôle dans tout cela. Effectivement, on a beaucoup parlé des villes, c'était la thématique, mais c'est l'ensemble de la solidarité des territoires qui fera aussi avancer. Nous sommes un peu contraints par l'horaire, donc je vais clôturer cette séquence. Merci infiniment pour ce temps d'échange et ces perspectives concrètes, mais aussi un peu rêvées, comme on l'a vu tout à l'heure. Place à Nathalie Ricaille pour la suite, avec une prochaine table ronde sur le Made in France. Merci beaucoup et bonne journée à tous.